Second TD sur les capteurs analogiques. On s'intéresse ici à une CTN, donc un composant extrêmement peu coûteux, et on va essayer de le linéariser. Alors comme d'habitude, un TD n'est efficace que si on le travaille. C'est le corrigé du TD que je vais faire là, et vous avez le lien du TD dans le commentaire de cette vidéo. Alors, on va avoir ici pour cette application une plage de température de 35 à 195 degrés, donc avec une température médiane à 115 degrés. On va rappeler ce que la physique nous dit de la CTN, c'est-à-dire que la résistance de la CTN qui dépend de la température exprimée en Kelvin vaut R0 exponentielle B facteur de 1 sur T moins 1 sur T0, où T la température donc absolue en Kelvin, T0 la température de 273,15, c'est le 0 degré Celsius, donc R0 étant la température à 0 degré Celsius. Avec un dispositif expérimental, on a on a relevé des valeurs T1, T2, donc 25 degrés 10 kΩ, 125 degrés 450 kΩ. On rappelle l'expression, déterminer, calculer la valeur de B que l'on peut déduire de ces essais. Donc on a finalement un système de deux équations à deux inconnues, puisqu'on a deux points de fonctionnement. Donc on a deux valeurs, R1 et R2, qui sont données, 10 kΩ, 450 kΩ, R0 et R0. Donc pour trouver la valeur de B, on a deux inconnus, R0 et B. Alors pour trouver la valeur de B, on peut voir tout de suite qu'en divisant nos deux relations, on élimine R0 et on n'aura plus qu'un terme en B. Donc la division nous donne ça, on passe au logarithme, et donc tout de suite on trouve la valeur de B. C'est un résultat assez rapide. Voilà, l'application numérique nous donne 3681 Kelvin, B son unité, puisque l'ensemble ici est sans dimension, donc B est en Kelvin. Voilà, question suivante, on nous donne une valeur de B comprise pour une température entre 25 degrés 185 3750 Kelvin avec 5% de précision. Est-ce que cette détermination de B confirme la fourchette de tolérance annoncée par le constructeur ? Eh bien oui, puisque quand on fait la différence entre la valeur donnée par le constructeur et la valeur relevée, qu'on l'exprime en pourcentage, on trouve 1,8%, ce qui est bien inférieur à 5%, et donc c'est dans la fourchette du constructeur. Pas de souci à ce niveau-là. Préciser la valeur de R0, donc une fois qu'est connu B, il suffit de prendre une des valeurs de l'expression, et on trouve R0 par un calcul direct finalement, qui vaut R1 sur exponentielle B, 1 sur T1 moins 1 sur T0. L'application numérique nous donne R0 très proche de 31 kΩ. Voilà. Alors on nous demande de calculer les valeurs de la résistance pour les valeurs extrêmes finalement de notre application, entre 35 et 195 degrés Celsius. Donc c'est une application numérique directe, on trouve deux valeurs. 6,7 kΩ mais sans réseau, on voit quand même que les valeurs sont très différentes. Et si on trace la valeur de R de T, eh bien, on trouve ici donc une courbe qui est la forme un petit peu en exponentielle qu'on a vu, et puis qui n'est pas du tout linéaire. On a une très forte variation de la valeur de la résistance sur la plage d'utilisation de notre résistance. Alors, il faut linéariser cette résistance, et pour la linéariser, on va rajouter en parallèle une résistance de valeur RP, donc pour obtenir un montage ici, là c'est notre CTN, on met en parallèle une résistance RP et l'ensemble nous donne une résistance RC, donc c'est notre capteur. Déterminer les conditions que doit remplir RP pour linéariser la résistance autour de la température médiane Tm égale 115 degrés. Alors, tout simplement, on l'a vu en cours, donc il faut que la variation de la sensibilité soit nulle au niveau de T égale Tm. Donc la sensibilité, c'est D de R de T sur dt. Si cette sensibilité est constante pour T égale Tm, c'est que la dérivée seconde de notre capteur est nulle autour de T égale Tm. Voilà la relation qu'on a vue en cours et qu'on applique ici.
Alors là, c'est une petite partie calcul, hein, parce que pour la suite, donc on va poser notre température médiane, donc exprimée en Kelvin, et montrer que la résistance RP, on peut la calculer par cette expression-là, qui ne paraît pas si compliquée dans un premier temps. Alors, on devra calculer la valeur de RP. Ok, pas de problème. Donc, on doit calculer donc, la dérivée seconde et annuler cette dérivée seconde pour t égale Tm. Donc, dans un premier temps, on va calculer la dérivée seconde de RC de t. Alors, RC de t, c'est de résistance en parallèle. Hein, donc, c'est RP R de t sur RP plus R de t. Et il va falloir dériver ça deux fois. Donc, on a une division, U sur V, U'V moins UV'. Donc, on va y aller gaiement. Donc on dérive une première fois, hein, U'V moins UV' sur V carré, donc ce terme-là au carré, donc pas de souci. Voilà une petite expression sympathique. Alors on peut remarquer qu'il y a quelques termes qui vont s'annuler, hein, notamment le terme R de t, RP D2 R de t, qu'on retrouve ici, RP R de t, dérivé de R de t sur dt. Et donc on trouve en fait, quand on dérive, et qu'on retrouve uniquement le terme en RP carré, d de R de t sur dt, le tout divisé par RP plus R de t carré. Voilà. Notre première dérivée fait appel à la dérivée de R de t. Pour l'instant, je n'ai pas calculé ce terme. Mais le terme n'est pas si compliqué. Donc on repart de ça et on redérive une seconde fois. Alors là, le terme ici à dériver est un petit peu plus compliqué. Hein. Pareil, on n'a pas peur, on attaque. Donc là, on trouve un terme un petit peu plus long, U'V moins UV' sur V carré, et hop, on va dériver ça, ça va me faire le terme en 2 ici, 1, 2, D de R de T, multiplié par RP plus R de T, multiplié par ce terme-là, puis quand on dérive celui-là, donc on a celui-là qu'on trouve au début, au carré, et on a la dérivée de celui-là, donc on trouve le R carré et le D de R de T. Voilà. Donc là, ça nous fait une expression quand même assez importante, hein, qu'on peut regrouper et on va remettre en facteur. Alors on peut mettre, si on regarde bien, on a RP carré ici, on a RP carré ici, et puis on a RP plus R de t à la puissance 3 ou 4. Alors on peut mettre, pour garder un terme ici, mettre à la puissance 3. Voilà, parce qu'on a une simplification, on a RP plus R de t qu'on retrouve de chaque côté. Hein. Donc si on met tout ça, on retrouve notre puissance 3 ici et ce terme-là. Sachant qu'on cherche l'égalité à 0, donc en fait, pour que la dérivée seconde soit nulle, il suffit que ce terme-là soit nul. Hein. Donc on abandonne ce terme-là, hein, on aurait pu le faire un petit peu plus tôt, et on se concentre sur ce terme-là. Voilà, donc maintenant, il faut trouver pour, lorsque t égale tm, hein, il faut trouver quand est-ce que c'est égal à 0. Pour quelle valeur de RP on a 0. Alors, on reprend un petit peu tous les résultats qu'on a eu. Notre dérivée seconde, on l'a calculé. R de P, il est ici. R de T, on l'a donné, donc on voit qu'on a des termes en D de R de T, D de R de T, donc il va falloir dériver la résistance ici, hein, l'expression de la résistance. Donc on a une exponentielle, il va falloir le dériver deux fois, en essayant de ne pas avoir des choses trop compliquées. Alors, D de R de T sur dt, alors quand on fait, hein, c'est le dérivé d'une exponentielle, donc on a le coefficient ici qui va apparaître, voilà, donc on a le 1 sur t, hein, donc à dériver aussi, donc moins b sur t carré r de t, hein. Bon, ça c'est un petit calcul que vous pouvez faire de côté. On redérive une deuxième fois, la deuxième fois c'est plus facile parce qu'on a déjà la dérivée de ça, on a donc effectivement la dérivée de ce terme-là, hein. Là on a uv, hein, u'v plus uv', donc on a un terme un petit peu plus compliqué pour la dérivée seconde. Bon, une fois que ça c'est fait, on réinjecte tout ça dans notre équation ici. Hein, donc le terme en dérivée seconde, le terme en dérivée première. Et on obtient un petit truc un petit peu sympathique là, qui est assez grand. Alors on peut essayer de regarder un petit peu tout ce qu'on trouve là-dedans. On a égal 0. Alors on a ici un carré, donc un t puissance 4 ici. Donc on a également un t puissance 4 ici. Là j'ai un t3, donc si je simplifie, j'aurai un t au-dessus. Le terme en b, j'ai b carré ici. J'ai b carré là. J'ai b. Donc en fait je peux simplifier par
B également. Qu'est-ce que je peux faire encore? J'ai du R de T là, j'ai du R de T là. Bref, je peux y aller un petit peu pour simplifier tous ces termes-là. Là, je vais avoir une simplification directe d'un grand nombre de termes. Voilà. Donc ça va alléger quand même mon écriture, hein, singulièrement. Et ben là, je commence déjà à m'approcher un petit peu du résultat. Hein. Donc ça me donne RP équivaut 2B R de T sur 2T plus B moins R de T. Hein, si on place tout ça de l'autre côté, qu'on réduit au même dénominateur. Et finalement, ici, je réduis au même dénominateur. J'arrive au résultat attendu. Voilà, alors ça c'est pas mal, hein, on a réussi à faire ce petit calcul. Il reste à faire l'application numérique. Ça nous donne RP égale 372 ohms et on peut tracer donc cette caractéristique de la résistance RC. Et on voit qu'effectivement, autour des 115 degrés, eh ben, on a une linéarité hein, assez propre de notre fonction, alors qui n'est pas très bonne de ce côté-là, mais qui est quand même pas si mauvaise, hein, de 35 degrés à 195 degrés. Donc ici l'échelle pour RC de ce côté-là, donc on a des valeurs bien plus petites, hein. Comme on a mis 372 ohms, on ne peut pas dépasser les 370 ohms, hein, avec deux résistances en parallèle, hein. Donc on a une variation beaucoup plus faible de la résistance, hein, une amplitude de variation, mais qui est tout de même, vu de loin, à peu près linéaire. Voilà, donc on peut linéariser tout ça autour de 2 points, hein. On désignera par RC la valeur de R de T en parallèle, hein. Donc la sensibilité, c'est D de RC sur DT. On avait déjà fait ce calcul. Donc finalement, pour calculer ça, on a quelque chose d'assez rapide à faire. On l'exprime pour la valeur de Tm. Et le résultat tombe assez vite. Hein. Encore une fois, la sensibilité, c'est la dérivée de RC de T. Et ça, on l'avait déjà fait dans la question précédente. Hein. Donc en application numérique, on trouve moins 2,17 ohms par Kelvin, hein, donc en sensibilité, encore une fois, autour de Tm, là où on a annulé la dérivée seconde de la valeur du capteur, là où on a annulé la variation de la sensibilité. Et quand on trace donc la résistance linéaire qui approxime cette valeur, voilà, on trouve quelque chose ici qui est assez propre. Hein. Donc dans toute cette zone-là, on voit bien qu'on a une zone où on est très proche, entre 90 degrés et 150 degrés à peu près. Hein. On voit bien que dans toute cette zone, on a quelque chose qui est assez propre. Donc là, on est avec une résistance, effectivement, on n'a que la résistance hein, qu'on a linéarisée, et on va voir maintenant un petit peu comment on peut obtenir une tension. Alors le problème des résistances pour mesurer une température, c'est qu'il ne faut pas trop les faire chauffer. Ben oui, parce que si la résistance est parcourue par un courant qui est trop important, eh bien elle chauffe, et donc elle produit sa propre chaleur, et elle vient perturber sa mesure de résistance. Donc en fait, il faut faire attention. Le constructeur hein, nous dit qu'il faut limiter à 20 mW la puissance dissipée dans notre résistance, donc dans notre CTN. Notre CTN ici, on rappelle que c'est RC en parallèle, RCTN en parallèle avec RP, hein, c'est RC, ici on a en fait deux éléments en parallèle, et donc on a mis ça en série avec une résistance R1, et il faut faire attention donc à avoir une valeur de R1 qui limite la puissance dissipée. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, la puissance dissipée dans une résistance, c'est U carré sur R. Ici, j'ai deux résistances en parallèle. Donc, dans un premier temps, je vais calculer la tension qui se trouve ici aux bornes de RC. C'est un bête pont diviseur. Hein, donc, c'est U RC sur RC plus R1. Hein, là, il n'y a pas de souci. Sauf que RC, on n'oublie pas que c'est deux résistances en parallèle. Donc, c'est RP, RT sur RP plus RT. Voilà, donc ça nous fait quand même déjà quelque chose, une fois qu'on a réécrit tout ça, quelque chose d'assez joli. La puissance dissipée dans la CTN va donc valoir, hein, UC carré divisé par RT, U carré sur R. Et donc, voilà, quand on écrit tout ça, on obtient quelque chose comme ça. Voilà la puissance dissipée dans notre CTN en fonction de la tension U
de la résistance RP qu'on a mis en parallèle et de la résistance R1. Et donc le but maintenant, c'est d'avoir cette valeur de P qui ne dépasse jamais 20 milliwatts. Alors, P, donc c'est U carré sur, c'est ce qu'on vient de dire, hein, U carré sur le terme, je ne vais pas l'exprimer. Et donc on a un maximum lorsque D de P sur D de RT s'annule. C'est-à-dire, le maximum de puissance, il est obtenu pour cette valeur-là. On dérive ici, hein, et on égale à 0. Donc on oublie le terme en dessous. Hein. Comme on égale à 0, on dérive le U'V, et là on ne tape qu'U'V moins UV'. Hein, comme on cherche pour quelle valeur c'est nul, on ne trimballe pas le dénominateur, ici puissance 4, hein, donc on se contente d'écrire ça. Du coup, on simplifie un petit peu l'expression, et on va trouver la valeur de RT qui correspond, qui est RP R1 sur R1 plus RP. Alors c'est un résultat assez bizarre, parce que c'est la mise en parallèle de RP et de R1, alors que les résistances sont plutôt en série. Alors il faudrait fouiller un petit peu pourquoi on retrouve ce résultat. J'ai pas d'explication particulière, mais c'est vrai qu'on trouve une forme assez simple du résultat. Donc là, on a la valeur de RT qui correspond à la puissance maximum. Maintenant, on va calculer donc notre puissance. Hein, donc on va remplacer par la valeur qui est connue de RT. Et on trouve notre puissance maximum qui s'écrit comme ça, hein, U carré, lorsqu'on remplace par les éléments qui sont connus. Et on a une puissance maximum qui vaut U carré RP sur 4R1. Donc, maintenant, il faut trouver la valeur de R1 qui correspond à cette puissance maximum. Hein, puisque, voilà, alors cette valeur-là, on va la trouver assez facilement. Je réécris ce qu'on a trouvé. Ça, c'est tout simplement une équation du second degré. R1 carré, hein, plus RP, voilà, on a une équation du second degré en R1. Alors, on a un coefficient 1 ici devant le terme carré, on a un coefficient positif ici pour la somme, et un coefficient négatif pour le produit. Je vous rappelle, une équation du second degré, hein, x2 moins six plus p, s la somme, p le produit. Donc le produit est négatif, j'ai donc deux solutions de valeurs opposées, j'aurai donc une solution positive. Et c'est cette solution positive que je vais rechercher. Donc on passe par le calcul de delta, et puis on dit que R1 c'est moins RP plus racine de delta, et non pas moins racine de delta, hein, c'est moins B plus ou moins racine de delta sur 2. Donc si j'avais moins et moins, je trouverais une résistance négative, ce qui n'est pas possible. Donc je recherche la valeur de résistance positive. Et voilà ce qui me dit que pour une valeur en application numérique, pour une valeur P plus petite que 20 mW, je trouve une résistance qui doit être supérieure à 854 ohms. Et lorsque je trace la courbe de cette puissance, hein, et je vois qu'effectivement, autour ici de mes 150 ohms, hein, donc pour la température T qui correspond à la valeur maximum, j'ai bien mes 20 mW. Donc j'ai bien calibré ici pour avoir une valeur de R1 qui permettait au maximum d'avoir une puissance dissipée dans la CTN qui ne dépassait pas 20 mW. Voilà. Donc vous voyez quand même, c'est un petit peu lourd en calcul, mais c'est pas mauvais de s'entraîner à utiliser dérivées secondes, équations du second degré, vous voyez, pour résoudre, hein, des petites contraintes techniques, hein, qu'on peut avoir. Alors on va terminer par l'exploitation donc du pont de Whinstone. Donc finalement on va fixer la valeur de R4 à la valeur de RC, hein, donc à température médiane. Ça permet d'avoir, puisque à température médiane, ici j'ai RCM, on fixe R1 égale R3 égale 860 ohms, donc légèrement plus que ce qu'on a vu avant. Et ça permet d'équilibrer le pont, on dit, pour la température médiane. C'est-à-dire qu'à T égale Tm, la tension en UA sera égale à la tension en B, et donc du coup UAB sera nulle. Hein, donc la tension que je mesure sur mon pont de Whinstone. On appelle ça équilibrer un pont de Whinstone, hein, sur un point choisi. Ensuite, on va calculer ce UAB, hein, donc c'est assez facile, hein, c'est tout simplement 2 fois un pont diviseur, encore une fois, hein, je répète, hein, le pont de Whinstone c'est facile, hein, le premier c'est RC fois U sur R1 plus RC, et le deuxième c'est RCM fois U sur R1 plus RCM.
Voilà. Alors, on fait le calcul de RCM, hein, éventuellement, qui vaut 571 ohms ici. Et puis, ben, après, on y va. Voilà, on fait notre calcul. Et on déroule tout ça proprement. Donc on fait le calcul de UAB, hein, tout simplement. Voilà. Et on trouve donc une tension U0 fois RC moins RCM sur R1 plus RC. Bon, il faut se taper un petit peu le calcul. Encore une fois, ce n'est que 2 fois le pont diviseur et une soustraction. Hein. UA moins UB. Hein. UA étant pris ici par rapport à la masse et UB étant pris par rapport à la masse. 2 fois le pont diviseur. On a des termes qui se mettent en facteur du fait qu'on a mis les deux mêmes résistances ici, qu'on est à chaque fois... voilà. Donc ça va s'écrire proprement. Donc on trouve ici une tension U0. Hein. Cette tension U0, c'est ça. D'accord. Et donc voilà, quand on trace un petit peu la tension recherchée, ici UAB par rapport, et qu'on peut linéariser. Hein. Donc on voit qu'on a quand même quelque chose qui est assez propre. Autour des 115 degrés, on est très très propre, mais quand même quand on s'éloigne, hein, on a une divergence assez importante entre la valeur de notre capteur linéarisé, en fait, hein, la valeur, comme je vous disais, constructeur quelque part, et la valeur réelle du capteur mis en équation. Voilà, si on trace l'erreur, ben, on se rend compte quand même qu'on a des erreurs assez importantes ici, hein, autour de ces valeurs-là, et que la zone d'utilisation du capteur fiable, c'est plutôt la zone 90 degrés, 150 degrés. Hein. Si on voulait aller plus loin, ben, après, ça dépend, c'est la zone de fonctionnement. Hein, donc, le capteur a besoin d'être précis autour de 135 degrés. 215 degrés, pardon. Hein. Donc, c'est là qu'il doit être précis. Le fait qu'il soit moins précis avant, c'est pas forcément grave. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut avoir. On n'a pas besoin d'avoir un capteur précis sur toute la plage de fonctionnement. Quand on fait une régulation de température à 20 degrés, je ne sais pas, pour avoir un capteur économique, voilà, si la température est précise, en gros, entre 15 et 25 degrés, c'est bien. C'est bien, c'est la zone de fonctionnement du régulateur de température ambiante. Si à 35-40 degrés ou à 0,5 degrés, il donne des valeurs assez imprécises, bah, c'est beaucoup moins gênant. C'est beaucoup moins gênant. On va savoir que les températures sont faibles et qu'il faut réchauffer, ou que les températures sont chaudes et qu'il faut refroidir, mais c'est la seule information dont on a besoin, hein, pour travailler autour d'une température, par exemple, ambiante de 25 degrés. Hein. Voilà donc pour ce petit TD, hein, qui n'est pas finalement si compliqué. Il est très calculatoire. Je pense que c'est un très bon entraînement de prépa pour attaquer les écrits, parce que là, ça demande quand même de faire preuve de rigueur dans la conduite d'un calcul, et en même temps, ça utilise un petit peu tous les petits outils qu'on a en notre possession, calcul de dérivée, équation du second degré, pour résoudre des petits problèmes. Voilà.